Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision pour cet autre rendez-vous du programme Votre avis compte. Un programme qui est essentiellement réservé donc à la prise de parole sur l'actualité du continent. Et ce matin, nous nous intéressons donc à un sujet assez particulier qui concerne l'insécurité, la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec notamment les différentes missions des Nations Unies qui y sont depuis fort longtemps, mais au regard justement des résultats, n'ont pas de réels résultats probants. Il n'y a pas de réel élément positif qui permettrait donc à certains chefs d'État, ou du moins aux populations de certains pays où la crise ne fait que s'enliser, de pouvoir encore croire en cela. On peut tout de même essayer de faire une observance du côté, par exemple, de la République centrafricaine, où, au regard des chiffres, ça n'a pas toujours été une action très glorieuse pour cette émission de stabilisation, le cas de la MINUSMA, du côté notamment de la Somalie, un pays en proie en guerre depuis 1991. Il a fallu notamment des forces armées du côté d'Éthiopie pour tenter d'y apaiser la situation. La MINUSMA n'a véritablement fait grand-chose de ce côté. Du côté de la République démocratique du Congo, à l'est du pays, les populations ont eu à demander le départ de la MONUSCO et puis cerise sur le gâteau, après notamment l'intervention du président de l'Assemblée nationale. On est arrivé à un moment de pic où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même a fait savoir que la mission de stabilisation pour la paix dans la République démocratique du Congo était incapable de pouvoir faire face aux rebelles du M23. Que dire donc du Mali, où le glas avait été sonné depuis longtemps, avec notamment la chasse, disons-le, aux sorcières, contre ces différentes missions. D'où la thématique de ce jour, mais également aussi parce que hier était jour notamment de rendez-vous pour la population malienne, du moins ceux qui font partie et qui épousent l'idéologie du Yero Wolo, debout sur les remparts, qui avait donc, cela un mois, annoncé que l'on devait procéder au chassement de la MINUSMA. L'occasion était donc donnée hier du côté de Bamako au Mali, qui est donc la capitale, pour tenter de voir ce que cela a pu produire. Et aujourd'hui, on se titule donc sur cette crise, disons-le, entre les pays d'Afrique, les populations d'Afrique, avec la mission de stabilisation des Nations Unies, sans toutefois oublier de mentionner que l'un des pays qui était également engagé parmi les différents contingents, l'Égypte, avait rompu son contrat, du moins du côté du Mali, avait fait appel à ces éléments lorsque ce pays venait de perdre jusqu'à 5 voire 7 de ses militaires, l'une des plus grosses pertes jamais enregistrées donc pour un pays dans les contingents de la MINUSMA. Lutte contre le terrorisme en Afrique, les missions de stabilisation de l'ONU poussées à la porte de sortie. Voilà la thématique de notre rendez-vous de Votre avis compte, édition du 23 septembre 2022. Bienvenue à tous et à toutes. Télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Au cours de ce rendez-vous où il est question de comprendre justement ces différentes motivations que j'ai pu noter, ou du moins le ras-le-bol, et puis vos différentes contributions vont être affichées au bas de l'écran pour réagir, mais soulignons-le jamais assez que For You Télévision est bel et bien suivi par les satellites Amos et Telsat, avec les différentes localisations, du moins polarisations. Vous pouvez nous avoir si bien sûr vous connectez à ces différents satellites, et également aussi sur les pages internet, notamment Facebook et YouTube, le compte, ou tout simplement en téléchargeant notre application sur App Store. For You, le programme aussi est en relais sur For You Radio, la fréquence 96.3 MHz pour ceux qui sont dans la zone environnante de la capitale économique de la région du littoral au Cameroun, mais également suivi sur le bouquet Mali Vision, où ce mouvement notamment du héros voleur des bourses de rempart a dû bouger
et même du côté de la République centrafricaine, où de ce côté, l'on entend en attente notamment de la décision de la Cour constitutionnelle au sujet donc du décret portant mise sur pied d'un comité de rédaction du projet de la nouvelle constitution. Est-ce que ce sera au bénéfice notamment du peuple centrafricain, y compris avec notamment les autorités, ou tout simplement au bénéfice, on va dire, d'une partie du peuple centrafricain, tout aussi composé donc entre guillemets du BRDC, qui fait donc partie du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Mais pour l'heure, pour revenir à notre rendez-vous, notre thématique, je vous invite à suivre deux vidéos, deux éléments. Donc, un des premiers est un reportage réalisé il y a quelque temps donc par nos confrères d'Africa News sur ce départ voulu donc des populations maliennes de la MINUSMA. Au Mali, les membres de Yerewolo, debout sur les remparts, un groupe de la société civile qui soutient le gouvernement, ont exigé vendredi le retrait de la mission de l'ONU dans le pays d'ici le 22 septembre prochain. Le terrorisme au Mali, c'est la France. Et quand nous avons chassé la France, ce qui est resté, c'est la MINUSMA, qui est dirigée par les Français. Donc tout ce qui se passe au Mali passe par la MINUSMA. C'est pourquoi nous demandons le départ de la mission de l'ONU, pour que nous puissions retrouver la paix, car nous avons besoin de notre souveraineté. Les membres du mouvement arboraient un bonnet bleu à l'occasion de ce qu'ils ont appelé l'opération Casque Bleu contre Bonnet Bleu. Réunis au Palais de la Culture, ils ont appelé à un rassemblement massif le 22 septembre afin de chasser du pays les troupes de la mission de l'ONU. Comme vous le savez, nous devons nous rassembler et sortir massivement le 22 septembre 2022 pour libérer le pays. Cela s'appellera l'assaut final. Il se fera avec des gens très déterminés en provenance de tout le territoire malien pour exiger le départ de la MINUSMA. Les tensions entre le Mali et l'ONU ne cessent de s'aggraver. Le mois dernier, le gouvernement malien a expulsé le porte-parole de la MINUSMA à la suite d'une impasse entre le pays ouest-africain et la Côte d'Ivoire. Merci donc à nos confrères d'Africa News pour ce reportage qui est revenu sur la rencontre il y a un mois de cela au Palais de la Culture du côté de Bamako, où les dirigeants donc du mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, invitaient la population malienne à sortir, à descendre dans la rue le 22 septembre pour directement procéder à ce qu'ils ont appelé l'assaut final, qui devait donc débouter la MINUSMA, notamment de ce côté. Il faut dire que bien avant cela, le sous-directeur des Nations Unies en charge notamment de la MINUSMA du côté du Mali avait été expulsé pour des propos qu'il avait eu à tenir, notamment dans le cadre de la gestion de la transition, accusant notamment le pays, en appelant cela de fausses manœuvres dans sa gestion, ce qui n'avait pas du tout été apprécié des autorités de Bamako, réclamant donc une souveraineté totale, quand on sait que dans ce même contexte-là, il avait été notamment aussi rapatrié dans son pays, l'ambassadeur de France qui était accrédité au Bamako à l'époque, et puis aussi la fermeture des médias France Monde, donc France 24 et puis Radio France Internationale, RFI. Et maintenant, procédons donc à un événement qui qui est récent. Il s'agit tout simplement du point de vue, ou sinon de l'attitude du président, j'allais dire du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est donc en charge des Nations Unies pendant tout le mandat qui est le sien, ce dernier, au regard notamment d'une inefficacité de la MONUSCO pour assurer donc la stabilisation face au mouvement rebelle à la République démocratique du Congo, et à cause notamment des plaintes des différentes populations. Il a finalement avoué l'échec sur le plan mondial, l'incapacité de la force onusienne à pouvoir rassurer de ce côté. On écoute.
y a un programme de réduction progressive de la force qui est accordé avec le gouvernement, mais parlons franchement. Les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire ils oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes. Quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Et les populations, naturellement, ne le comprennent pas. Voilà donc Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le Big Boss, comme on aime souvent l'appeler, du côté de New York, qui a donc avoué l'incapacité, l'échec total de la MONUSCO, la mission de stabilisation aux Nations Unies, du côté de la République démocratique du Congo, d'assurer donc la paix. Autant d'éléments qui amènent, est-ce que clairement, comme l'a avoué le secrétaire général des Nations Unies, c'est aussi l'une des raisons qui a mené le peuple malien, par exemple, avec un mouvement Hirowolo dépôt sur le rempart. Nous tentons de comprendre cela. Et notre premier jet se fait donc avec Pierre Claver en Kodo, ou Kodo Pierre Claver, qui est le directeur de publication d'Horizon Nouveau Magazine International, Africa First Crown, et le président de l'AP2A-APH au Cameroun, Organisation de la société civile. Il est au téléphone avec nous. Bonjour DP. Bonjour Florent, bonjour aux téléauditeurs et téléspectateurs de For You TV en radio. Je suis bien M. Kodo Pierre Claver, journaliste panafricaniste, directeur des publications Horizon Nouveau Magazine International et African First Cons News, paraissant à Douala au Cameroun. Je suis également le président exécutif de l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples, en mémoire du général Abraham Petrovich Hannibal, un jeune esclave Kotoko, originaire de l'extrême nord, de toutes les régions de l'extrême nord du Cameroun, qui devint plus tard, sous le tsar Pierre le Grand, grâce à son intelligence hors du commun, la troisième personnalité de l'Empire russe. C'est d'ailleurs de lui que descend le poète-écrivain Alexandre Pouchkine, le plus grand écrivain russe de tous les temps. Merci
Florent, une fois de plus, de m'inviter à à l'occasion, dans le cadre de notre programme de ce matin, qui est placé sous le thème lutte contre le terrorisme en Afrique, les missions de stabilisation de l'ONU poussées à la porte de sortie. Un thème, comme toujours, captivant, passionnant et intéressant. Avec votre permission, et surtout celle de nos téléauditeurs, je vais quand même me permettre de rappeler à ceci, et pour dire un mot dessus, qu'aujourd'hui se célèbre la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme sous le thème « Repenser le tourisme ». Lorsqu'on sait que le tourisme a été l'un des secteurs les plus impactés par la pandémie du Covid-19, je crois que ce thème également est approprié, surtout pour des pays comme le Cameroun, qui ont un énorme potentiel, mais qui restent encore sous-exploités, mais quand même, dont l'activité, par exemple hôtelière, a connu une chute drastique entraînant du coup la perte de centaines, voire des milliers d'emplois aux professionnels de ce secteur. Aujourd'hui, je tiens donc du côté de Bolova, où je me trouve en ce moment, dans le cadre de mes activités professionnelles, un projet de célébration de cette journée sous le thème de formation des personnels. Sous le thème de formation des personnels, acquisition, appropriation des bonnes pratiques d'hygiène, d'accueil, de sécurité et de qualité de service. Voilà. Donc, dans quel contexte cette journée est célébrée et quels sont et comment est-ce que les professionnels du tourisme ont réadapté ce thème dans le thème central à travers un sous-thème qui est fort évocateur lorsqu'on sait l'importance du tourisme dans l'économie mondiale. Oui, Florent, pour revenir sur notre programme, sur notre thème de ce matin, que je me permets de rappeler une fois de plus, lutte contre le terrorisme en Afrique, les missions de stabilisation de l'ONU poussées à la porte de sortie. En effet, je crois que lorsqu'on dresse un bilan de toutes ces missions des Nations Unies dans les pays africains et notamment où elles sont stationnées depuis plusieurs décennies, personne ne peut avoir l'honnêteté d'affirmer que leur bilan est éloquent. Au contraire, on a plutôt le sentiment que ces missions participent au pillage des ressources naturelles des pays africains victimes d'instabilité. On l'a vu en Centrafrique, où les militaires français étaient accusés de piller le sous-sol centrafricain. On l'a vu du côté du Mali, où c'était également le cas. On l'a vu du côté de la RDC, où malgré tout l'arsenal juridique mis en place, les groupes rebelles continuent, poursuivent allègrement leurs activités sans du tout se faire impressionner par la présence de ces militaires, de ces missions, de la mission des Nations Unies, déployée de ce côté-là. Donc, on a même le sentiment que ces missions couvrent les mouvements rebelles, non seulement les couvrent, mais les armes. Puisqu'il y a des pays dont l'orthodoxie en matière de préservation de la paix se confond désormais à l'ingérence en matière d'instabilité de l'Afrique. On a le cas de la France, dont l'exemple est cité, le cas des États-Unis, le cas de tous ces pays de l'OTAN
donc qui ont une culture du Canada, comme le Canada, qui profitent de ces missions pour non seulement piller les ressources humaines, naturelles, mais également les ressources humaines. Je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs que si jamais il n'y avait pas de conflits en Afrique, le Canada se serait vidé de sa population depuis fort longtemps. Alors, vous comprenez pourquoi le Canada et les États-Unis d'ailleurs organisent des concours en faveur de l'obtention de la nationalité canadienne. Et ces concours s'adressent davantage aux pays africains, aux ressortissants des pays africains, dont les pays connaissent soit des conflits armés, soit la misère. Par ailleurs, toutes les associations, toutes les organisations des Nations Unies impliquées dans la gestion des conflits et des crises dans le monde et surtout en Afrique, leur personnel est majoritairement d'origine soit anglo-saxonne, soit française, soit dans une certaine mesure hispanique. Vous conviendrez avec moi que tous ces pays, aucun de ces pays n'a intérêt à voir les conflits cesser en Afrique. Parce que si les conflits cessent en Afrique, l'Afrique va sans doute se développer. Le vrai challenge pour les Africains est donc d'œuvrer pour arrêter toute coopération avec l'Organisation des Nations Unies dans la perspective de la gestion des conflits qui naissent ici et là sur le continent. Puisqu'il est pratiquement établi que l'Organisation des Nations Unies est même partie prenante pour créer des conflits. Vous vous rappelez de la crise post-électorale ivoirienne où un certain représentant des Nations Unies d'origine sud-coréenne, un certain Choi, a été au four et au moulin pour mettre le président Gbagbo au-delà de la mission qui lui était confiée pour le bouter hors de la Côte d'Ivoire dans l'intérêt de la France. On l'a vécu, donc vous pouvez désormais comprendre que vous devez donc désormais comprendre que les Nations Unies sont une coquille vide qui ne sert pas les intérêts de l'Afrique, mais qui sert les intérêts de la prédation internationale. Je vous ai simplement cité le cas de ce fameux Choi, dont je n'oublierai jamais le nom, lors de la crise post-électorale de Côte d'Ivoire en 2011, où il a même il a laissé l'armée française attaquer le palais de Laurent Gbagbo, où celui-ci se réfugiait. Il a laissé l'armée française attaquer, l'aviation française attaquer des manifestants ivoiriens à Menu sur le pont des Billets parce qu'ils tentaient de prendre d'assaut l'hôtel du Golfe où campait, où résidait Ouattara et ses complices et ses complices. L'armée française a tiré avec ses hélicoptères sur des centaines de manifestants, des milliers de manifestants sur le pont des Billets. Plusieurs de ceux-ci sont morts noyés et emportés par les eaux. Les Nations Unies n'ont jamais condamné cet acte d'agression, n'ont jamais condamné cette brutalité de l'armée française contre le peuple africain, contre le peuple ivoirien. Et pourtant, les Nations Unies étaient présentes, étaient au cœur de la crise post-électorale, mais obéissaient aux ordres de la prédation internationale avec pour loup dominant la France. On ne peut donc pas continuer à tolérer sur le territoire africain des organisations qui, en réalité, n'apportent pas, ne remplissent pas les missions qu'on attend d'elles, à savoir ramener la paix, parce qu'on constate, et ça ne soyons pas naïfs, la paix dessert les intérêts de la prédation internationale. S'il y a la paix en Afrique, l'Afrique va se développer. Or, si l'Afrique se développe, un pays comme le Canada ne pourra plus se repeupler grâce à ces fausses histoires d'immigration vers le Canada, qui est devenu un grand business pour certains Africains d'ailleurs. Un pays comme les États-Unis
ne va pas continuer à piller les ressources humaines également. Un pays même comme toute l'Union européenne sera confrontée à un problème de vieillissement de population. Alors, c'est donc une démarche extrêmement subtile et cynique que l'Organisation des Nations Unies pilote sous les ordres de la prédation internationale, dans l'intérêt de celle-ci. Et c'est une démarche qu'il faut voir sous un prisme socio-économique et culturel. Donc, s'il faut croire que les missions de stabilisation de l'ONU en Afrique vont participer à la consolidation de la paix ou au retour de la paix, c'est croire que le diable peut devenir un saint. Ou alors que le diable peut devenir le bon Dieu. C'est simplement pour dire que c'est nous, les Africains, qui devons ouvrir les yeux, ouvrir nos esprits, comprendre que le monde ne marche pas avec les considérations auxquelles nous nous croyons aujourd'hui sur le plan des relations internationales. Il faut que les Africains comprennent que, en fait, il faut désormais considérer son vis-à-vis comme étant soit une opportunité, soit une menace. Or, les Nations Unies sont loin d'être une opportunité pour l'Afrique, mais sont plutôt une menace, comme d'ailleurs tous les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Nous devons donc faire preuve d'audace pour nous organiser et voir les choses autrement, pour inverser les rapports actuels entre l'Afrique et l'Europe, et l'OTAN, si vous voulez. Et pour y arriver, nous devons nous tourner vers de nouveaux partenaires. Nous devons nous tourner vers de nouveaux partenaires, des partenaires émergents, comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Brésil et autres, et l'Afrique du Sud d'ailleurs. Bref, courir vers les BRICS. Plus que jamais, il est temps pour l'Afrique de faire preuve d'un peu d'audace, même pas d'un peu, de faire preuve d'audace pour rompre avec les mécanismes mis en place par l'Europe occidentale, et des mécanismes qui visent simplement à garantir l'hégémonie sur tous les secteurs de l'Europe occidentale, sur les pays africains et sur les peuples africains. Il est donc temps, comme je ne cesse de le répéter, que les choses changent et que les Africains prennent leur sort, leur destin entre leurs mains, car nous comprenons tous que même l'Organisation des Nations Unies n'est qu'un machin qui sert les intérêts de l'Occident prédateur et non les intérêts de l'humanité. Merci Florent, merci à nos téléauditeurs et téléspectateurs. Une fois de plus, je vous souhaite tous une très agréable journée et surtout un bon début de semaine avec l'espoir que je vais finalement quitter Ebolova, où je séjourne depuis 2 jours, pour rejoindre Douala en fin de journée, dans le pire des cas, demain. Merci à vous, mon cher patriarche d'épée, Kodo-Pierre Claver, et surtout bon week-end également à vous, bonne journée pour vos différents déplacements. Avec vous, on a compris clairement que les missions de stabilisation des Nations Unies ne servent pas clairement la cause du peuple, sinon des peuples. Elles sont là pour d'autres fins qui n'ont rien à voir même avec l'aspect sécuritaire. Tout simplement celui ou celle parlant des causes qui visent à préserver un certain précaré des puissances occidentales, dans le cas bien sûr de protéger le sous-sol. On a souvent parfois pu l'observer lorsque ces missions de stabilisation sont dans le pays et généralement et que les forces, on va dire républicaines, sont en proie donc dans un conflit comme ce soit le cas avec certaines forces rebelles, bien des mouvements rebelles. Jamais, mais alors jamais, elles n'ont permis en sorte que les forces républicaines puissent porter des assauts, mais par contre, généralement, elles préfèrent l'autre pan lorsque les mouvements rebelles sont en train de porter des assauts à l'endroit notamment des forces républicaines et même du pays en général. Comme quoi, ça sous-tend souvent
comme s'il y a un autre partenariat, on donne l'avantage à l'autre de pouvoir venir porter atteinte et puis même du matériel de guerre. Un matériel de guerre qui généralement dans ces pays qui sont eux-mêmes avec un certain pouvoir font donc avancer le commerce de l'armement ou bien le trafic des armes. Et par l'ensemble du cas, le Gabon a ratifié justement cela il y a quelques jours. Vous pouvez nous joindre sur la ligne au cours de ce rendez-vous pour tenter également à vous de porter votre contribution sur ces différentes missions de stabilisation de l'ONU qui sont donc poussées à la sortie dans les pays africains quand on sait que du côté du Mali, avec le mouvement Hiro-Wolo-Debo sur le rempart, c'était annoncé et puis c'était l'assaut final prévu pour cette journée d'hier du côté démocratique du Congo. Il y a donc eu cet aveu d'échec lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, plus 237 693 589 668 ou encore Skype for You TV, et même vous pouvez nous avoir par appel sur Zoom au plus 34 9 849 05 26 plus 64 9 86 889. J'y arrive. Enfin, peut-être faut-il rappeler sur numéro plus 64 9 889 05 26 plus 64 9 849 05 26 ou encore sur For You TV. Là, c'est pas Skype, encore par un autre canal qui est le plus 237 693 549 668, le canal WhatsApp, ou tout simplement laisser vos commentaires, notamment sur la page réservée à l'émission publiée sur la page Facebook For You Media. On va encore prendre le concours de la réalisation, ces différents documents proposés d'une part par African News et puis d'autre part donc par Renaissance TV au cours d'un entretien accordé donc par le SG des Nations Unies auprès donc des journalistes de France 24 et RFI. Il y a un programme de réduction, de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes. Quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Et les populations, naturellement, ne le comprennent pas. Au Mali, les membres de Yéréwolo, debout sur les remparts, un groupe de la société civile qui soutient le gouvernement, ont exigé vendredi le retrait de la mission de l'ONU dans le pays d'ici le 22 septembre prochain. Le terrorisme au Mali, c'est la France. Et quand nous avons chassé la France, ce qui est resté, c'est la MINUSMA, qui est dirigée par les Français. Donc tout ce qui se passe au Mali passe par la MINUSMA. C'est pourquoi nous demandons le départ de la mission de l'ONU, pour que nous puissions retrouver la paix.
car nous avons besoin de notre souveraineté. Les membres du mouvement arboraient un bonnet bleu à l'occasion de ce qu'ils ont appelé l'opération Casque Bleu contre Bonnet Bleu. Réunis au Palais de la Culture, ils ont appelé à un rassemblement massif le 22 septembre afin de chasser du pays les troupes de la mission de l'ONU. Comme vous le savez, nous devons nous rassembler et sortir massivement le 22 septembre 2022 pour libérer le pays. Cela s'appellera l'assaut final. Il se fera avec des gens très déterminés, en provenance de tout le territoire malien, pour exiger le départ de la MINUSMA. Les tensions entre le Mali et l'ONU ne cessent de s'aggraver. Le mois dernier, le gouvernement malien a expulsé le porte-parole de la MINUSMA à la suite d'une impasse entre le pays ouest-africain et la Côte d'Ivoire. Et si bien compris à votre niveau dans le cadre notamment de ces missions de stabilisation des Nations Unies qui sont poussées à la sortie, aurez-vous donc un autre regard dans un cadre appréciatif de celle-ci, puisque généralement on a souvent toujours pensé que les missions de stabilisation venaient pour accompagner les pays à voir donc enclencher un processus de paix. Si d'un côté on pouvait penser peut-être que la sortie du peuple malien était un peu comme une sorte de goulot d'étranglement, ou bien on avait, comme nous avons coutume de dire, une certaine rancœur vis-à-vis de ces forces, mais du moment où il avait été notifié que celle-ci, au lieu de procéder automatiquement à la sécurisation et à la sécurité notamment des personnes, sécurisation des biens, ces forces notamment ont procédé plutôt à une sorte d'extraction du sous-sol pour pouvoir en profiter, en tirer des minerais sous back-office quand cela n'est pas sûr. Mais au moment où on peut donc observer un secrétaire général des Nations Unies qui souligne que nous sommes incapables de tenir tête à un mouvement rebelle, qu'en est-il donc? Est-ce qu'on donne l'autorisation donc à certains partis, j'allais dire les forces du régime en place de pouvoir y faire face? La MINUSMA a j'allais dire mission de stabilisation du côté de la Somalie avait carrément échoué après près de 20 ans de ce côté, rien à voir. Il a fallu que l'Éthiopie vienne avec notamment une certaine stratégie pour pouvoir y apporter la paix. Aujourd'hui, l'Éthiopie est une victime presque résignée dans le cas où, avec les puissances occidentales, elle ne peut pas clairement souffler à cause de son apport qui a été non. Est-ce que, en faisant donc en poussant ces missions de stabilisation à la sortie, qu'est-ce que l'Afrique pourrait proposer en retour pour faire face donc à la lutte contre l'insécurité, quand on sait que d'une manière ou d'une autre, les Africains ou les pays d'Afrique sont redevables vis-à-vis donc des puissances occidentales, les nations, j'allais dire, l'Union africaine, qui est l'union où tout un rassemblement, les pays d'Afrique devaient se retrouver pour clairement mieux réfléchir sur l'avenir, sur leurs projets. Elle reçoit un financement de l'Europe. Plusieurs institutions spécialisées ou encore sous-régionales ont justement un contrôle qui est orienté vers les métropoles occidentales. On a d'un côté ce siège même de l'Union africaine du côté d'Addis Abeba en Éthiopie, lui aussi qui a pu donc être construit grâce notamment à une dotation chinoise. Est-ce que c'est comme l'a souligné le partage Pierre Kabel Kondo dans la diversification des partenariats? Lui, il a proposé le BRICS qui semble se proposer à l'heure actuelle comme étant donc la meilleure porte de sortie pour les pays africains dans leur recherche de partenariat. Le Brésil en tant que l'un des potentiels donc pour le B de ce BRICS-là, la Russie, qui aujourd'hui est le grand ami, le grand partenaire des pays africains. Vous avez donc l'Inde, qui agit aussi en fond marin, mais qui a bon nombre de choses à apporter dans ce cadre-là. Voilà à peu près autant de choses. Vous avez donc la Chine et l'Afrique du Sud, qui est un pays justement du continent qui semble être mieux porté justement à ce rendez-vous. Il faut dire que dans le cadre notamment de ces réactions qui sont parvenues au niveau de la page Facebook, on peut dire quand même que l'ONU est complice de la déstabilisation des pays africains et rejoint là le propos, ou sinon les propos de Pierre Claver Kondo. Plus qu'un État ne doit accepter ses forces onusiennes. Le message qui semble être clairement passé, mon cher Eric Vani. Et donc pour Anade Esso
Aham. Lui, tout simplement, c'est désormais donc clair pour la majorité des Africains que l'ONU est un machin de la prédation, une force qui vient pour apprivoiser, apprêter et puis donc se nourrir au profit des forces occidentales et non au profit des pays africains. Et Adi Aman qui fait donc savoir qu'il faudrait faites donc attention à vous qu'on n'envoie pas un gremier pour qu'il y ait temps sur la route. Et tout ça donc, cela pour empêcher la plante du Mali de prospérer, nous signale donc Zhao du Singapour ce matin. Mesdames, Messieurs, nous sommes presque arrivés dans ce cas-là de mettre un terme à ce rendez-vous de votre avis compte édition du 23 septembre 2022. Demain, on va se retrouver donc pour le grand format, votre avis compte du samedi. Au menu, certainement, on parlera peut-être dans un cas autre du Tchad, dont le dialogue national se poursuit, et puis la République centrafricaine, qui, vous le savez, non seulement le président Touadéra a tenu un discours sur la tribune des Nations Unies, en prenant donc les campagnes instigatrices et puis qui sont non bénéfiques et non profitables, dont les campagnes de déstabilisation des médias occidentaux, c'est un média d'ailleurs vis-à-vis des pays d'Afrique, notamment la République centrafricaine, mais également aussi en pleine attente notamment de ce que dirait la Cour constitutionnelle sur le décret portant donc mise sur pied du comité de rédaction du projet de la nouvelle Constitution. On aura cela donc avec vous, votre contribution, lorsqu'il sera 8h30 temps universel et 9h30 heure d'Afrique centrale. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur ces antennes en après-midi dans le cadre de notre programme. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.